Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On Your Marks. Ouvrez Instagram, YouTube ou encore TikTok et je suis prêt à parier que dans la minute qui suivra, vous serez exposé à du contenu sur le running. Aujourd'hui, le running est partout sur nos écrans et partout sous nos yeux. Passion, colère, joie, souffrance, quiconque enfile une paire de running vivra ces quelques émotions si précieuses. Il n'a jamais été aussi facile de les capter, de les montrer et de les partager au monde, et cela explique sûrement le boom que connaît notre sport aujourd'hui. Encore faut-il savoir le faire. Et c'est pour discuter de l'impact de l'image sur le running que Rémi Blom, vidéaste pour la FFA, nous fait l'honneur d'être l'invité de ce nouvel épisode. Bonjour Rémi, bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Alors ça commençait à faire un sacré moment qu'on essayait d'enregistrer cet épisode. Je crois qu'on s'est rencontrés tous les deux sur une piste d'athlétisme dans le 12e arrondissement de Paris il y a un peu plus d'un an. Je faisais une séance, tu faisais une séance, on s'est pas parlé, on a juste couru. Et c'est quelques jours après où j'ai un copain qui m'a dit « Ah bah t'as couru avec Rémi Blom, pourquoi tu lui as pas parlé ?» Je dis « Je savais pas qui c'était à l'époque. » Et donc depuis ce jour-là, je t'ai contacté pour essayer de faire un épisode d'On Your Marks avec toi. Donc merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi et de discuter avec les auditeurs d'On Your Marks. J'espère que tu es content d'être à notre micro. Carrément, ouais. Merci à toi pour l'invitation. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, des fois, on connaît les personnes ou les noms ou les noms de leurs médias, mais pas forcément les gens en direct. Donc des fois, on peut se croiser sur des événements sans savoir qui est qui. Mais du coup, oui, c'est cool d'avoir pu réussir enfin à se voir et... Je suis un fidèle auditeur sur mes footings d'On Your Marks, donc c'est cool de participer aussi. Ah bah super. Rémi, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui, je pense que les auditeurs commencent à comprendre que c'est un truc qui me passionne. C'est quelque chose, pour moi, à mon avis, on n'en parle pas assez, alors que c'est quand même essentiel, c'est l'image. L'image dans un sport, l'image dans le running, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et comment cette image, elle peut changer les choses et l'impact que l'image va avoir sur la popularité d'un sport. Donc on va plus précisément parler d'image et de création de contenu dans cet épisode, spécifiquement dans le domaine du running parce que toi c'est ton domaine. Alors pour expliquer un petit peu ce choix de thématique, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le running c'était pas cool et populaire comme ça l'est aujourd'hui. Alors il y avait toujours plein de gens qui couraient, mais on n'avait pas cet engouement, on n'avait pas cette popularité énorme qu'on connaît aujourd'hui avec tous ses collègues qui préparent un marathon. Tout le monde a entendu parler de Jimmy Gressier, de Breaking 2 et tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant d'essayer de comprendre en fait ce qui a changé depuis les quelques dernières années. Et donc c'est un petit peu le but avec On Your Marks, c'est que j'interviewe plein de gens et on discute de leur métier, on discute de leur parcours et on fait à la fin des petites ouvertures sur voilà, pour toi qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui explique ça, etc. Donc moi, si je t'ai proposé de participer à cet épisode, c'est parce que je pense que tu es l'une des personnes les mieux placées pour nous aider à répondre à cette question, notamment grâce à ton parcours, tes expériences et ton rôle. Alors tu me corrigeras si je me trompe, mais ton rôle, en tout cas moi, c'est ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux, de community manager, d'image manager au sein de la FFA, donc Fédération Française d'Athlétisme. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours ? Alors, merci pour cette intro. Très longue intro comme d'habitude. Non, mais très parfaite. Du coup, donc, moi c'est Rémi Blom, j'ai 33 ans bientôt, et du coup je suis originaire du Mans. Mm-hmm. Dans la Sarthe. Je vis aujourd'hui entre Le Mans et Paris. Je suis, on va dire, créateur de contenu. Ouais. Nos métiers sont toujours difficiles à définir précisément parce qu'il y a un côté très polyvalent et qu'on a toujours un peu de mal à se définir. Mais du coup, on va dire créateur de contenu, photos, vidéos, réseaux sociaux, outils de communication en général, en indépendant du coup. Ouais. Principalement dans le sport et principalement en course à pied également. Ouais. Et quand toi tu dis créateur de contenu, en général quand on pense à un créateur de contenu, on a l'image d'un vlogueur, d'un instagrammeur, d'un influenceur. Toi c'est pas du tout ce que tu fais. Non, en fait c'est vrai que maintenant la notion de création de contenu et créateur de contenu commence à être associée aux youtubeurs, streamers ou autres, parce que youtubeur c'est pas un terme
terme qui convient forcément à un métier. Donc du coup, ce terme a été un peu élargi, mais nous, concrètement, c'est ce qu'on fait aussi parce qu'en fait, on produit du contenu pour des marques, pour des organisations ou autres. Et en fait, ces contenus, ça peut être soit de la photo, soit de la vidéo, soit du rédactionnel, soit autre. Et donc du coup, ça élargit un peu le cadre de la définition du photographe ou du vidéaste. Voilà, on dit souvent qu'on est un peu couteau suisse. Alors à force, je ne sais pas si c'est toujours valorisant ou autre, parce que c'est vrai que couteau suisse, ça veut parfois dire on sait faire un peu tout moyen, mais rien parfaitement. Ouais. Mais pour faire large, c'est un petit peu cette notion de faire de la photo, de vidéo, et en fait de plus en plus dans ces métiers-là, on est polyvalent pour répondre aux besoins des réseaux sociaux qui sont aussi assez polyvalents finalement. Ok. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir un peu plus dans le détail de là-dessus tout au long de l'épisode. Alors donc pour revenir un petit peu sur toi, est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver au métier que tu occupes aujourd'hui, que tu exerces aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter rapidement ton parcours, on va dire, du bac jusqu'à maintenant ? Yes. Avec tes études, tout ça, quoi. Alors je vais te décevoir un peu en disant que je suis un peu autodidacte. Ouais. C'est une notion qu'on entend souvent dans ces métiers-là. Non, du coup, j'ai commencé après le bac à faire plein de petites choses en fait liées à la communication. Au départ, je voulais faire des études de journalisme parce que j'étais assez sensible à l'écriture, j'aimais bien écrire, je faisais déjà un peu de photos parce que j'avais un père qui était amateur de photos. Ouais. Donc du coup, j'étais déjà un petit peu sensible à ces métiers-là. J'avais pour but de me lancer un peu dans le journalisme. Donc du coup, j'ai tenté une école juste après le bac qui était sur concours, que ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu me lancer dans une fac un peu générale pour avoir en fait une formation de 3 ans qui me permettait ensuite d'accéder à des écoles de journalisme. Ok. J'ai débuté à la fac d'histoire au Mans. Je me suis un petit peu lassé au fur et à mesure parce que c'était très théorique. J'aimais beaucoup l'histoire pourtant, mais j'avais déjà besoin d'un peu de concret, j'avais déjà envie d'être un peu sur le terrain, etc. Donc en fait, en parallèle de cette fac d'histoire où j'étais plus ou moins assidu, j'ai développé en fait des petites activités à côté qui m'ont petit à petit formé un petit peu comme ça sur le terrain. J'ai commencé au lycée, notamment, j'avais un site internet sur le sport automobile avec des amis. Sur les 24 heures du Mans, exactement. Au Mans, on a un circuit, et sur ce circuit, il y a un des plus grands événements sportifs du monde, en tout cas du sport automobile, qui sont les 24 heures du Mans. Et du coup, comme tout manceau qui se respecte, j'ai été baigné dedans dès mon plus jeune âge. Et donc, avec des amis, on avait créé un petit site internet c'est cool. sur le sport automobile. À l'époque, les réseaux sociaux étaient très peu développés, ça démarrait tout juste. Du coup, on était plutôt sur des blogs, sites internet, etc. On avait un petit site internet. Et c'était une époque où justement, il y avait tout ce qui était blog qui se développait. C'était le cas aussi en course à pied d'ailleurs, avant que les réseaux sociaux explosent. Et du coup, on faisait des articles, des photos, des vidéos sur des événements sur le circuit au Mans. Mais aussi, on s'est déplacé sur des circuits un peu en France et même à l'étranger. On est allé jusqu'en Belgique parce que en fait, qui font les 24 heures du Mans font un championnat aussi. Ils font un championnat aussi à l'année, au même titre que des monoplaces ou la Formule 1, etc. Okay. Donc du coup, on couvrait un peu le championnat et cool, du coup, on a réussi à se faire à chaque fois accréditer. On était dans les salles de presse, comme un média en fait. Et c'était une époque où c'était un petit peu plus libre, où ils ouvraient un peu plus les portes aussi. Ça devait être le début aussi. C'est ça, oui. De tout ça, ouais. Comme c'était pas des championnats très visibles et non pas très attrayants médiatiquement encore, du coup il y avait peu de personnes accréditées des fois sur des événements, donc ils ouvraient un peu les portes et à des médias comme nous qui étaient des petits jeunes passionnés avec un blog, mais ça leur apportait quand même un peu de visibilité, ça montrait aussi leur envie de se développer sur le digital, etc. Donc finalement on était un petit maillon du développement digital de ces sports-là.
Donc c'était cool parce que ça nous a permis de découvrir aussi l'environnement de la presse, des médias, de la salle de presse, du chasse-vue pour aller sur la piste. C'est même mieux qu'une école au final. Du coup ça avait un côté concret qui était vraiment très cool. Donc ça c'était une première petite activité que j'avais. Et en parallèle de ça, j'étais pigiste aussi pour le journal local, le Ouest France, qui est un des plus gros journaux national développé dans l'Ouest. Et du coup, moi j'étais pigiste local pour faire des petits articles sur le sport essentiellement. Du coup, ça pouvait être du foot ou d'autres sports, un peu le sport automobile aussi. Donc ça faisait des petits revenus en plus et puis ça me permettait de m'entraîner aussi sur le côté rédactionnel, à écrire, à synthétiser. Sur des week-ends, du coup, j'avais ça. Donc il y avait ça. Et puis, je me suis mis à courir aussi à partir du lycée. Ouais, j'allais te demander justement un peu. Je me suis mis à courir à partir du lycée et je me suis assez vite inscrit dans un club d'athlétisme au Mans. Et du coup, je me suis impliqué dans mon club d'athlétisme en tant que bénévole pour la partie communication. D'accord. Donc, je faisais les photos, les vidéos, un peu le site internet, les articles et tout. Donc, pareil, ça m'a permis de... C'est le club de Christelle Donnet, si je dis pas de bêtises. Exactement. Je sais pas s'il y en a plusieurs au Mans. Exactement, il y a plusieurs clubs. Ouais, c'est un club qui s'appelait et qui s'appelle toujours Endurance 72, qui était orienté, comme son nom l'indique, sur plutôt vraiment du demi-fond et marathon, cross beaucoup également. Et donc du coup, j'étais présent sur les crosses. En plus de participer, je faisais des petites photos sur les autres courses ou des petites vidéos et tout ça. Puis ça me permettait pareil de m'entraîner un peu sur le terrain, de découvrir un peu ce milieu-là. Donc ça a été aussi une petite activité que j'avais à côté. Tu connaissais pas la course à pied avant ? C'était vraiment quand t'as... Enfin, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y mettre En fait, la course à pied... j'avais un rapport avec le sport un peu compliqué dans mes jeunes années et toute ma scolarité en général parce que j'ai fait un petit peu de basket petit en club, mais sinon c'était que dans le milieu scolaire. J'étais pas très à l'aise avec le sport, je me sentais un peu nul dans tous les sports collectifs notamment. Pas très habile, et donc du coup j'y allais un peu à reculons quand même sur le sport. J'avais pas forcément des parents très sportifs, en tout cas à l'âge adulte ils en avaient fait un peu dans leur enfance. Par contre mon père aimait beaucoup regarder le sport, donc on regardait par contre tous les ans les championnats, une certaine culture tous les 4 ans les JO, sport, on aimait bien regarder quand même pas que le sport automobile mais aussi les autres sports. Et donc j'avais une tante qui habitait à Annecy, qui courait elle pas mal. C'était un peu la sportive de la famille. Comme tous les gens d'Annecy. Voilà, c'est ça, comme tous les gens d'Annecy. Elle était dans un club, elle faisait des marathons, des trails, etc. Et du coup, j'ai couru un peu avec elle et ça m'a bien plu. Au lycée, j'ai fait les fameuses courses d'endurance et les fameux 3 fois 500 mètres où j'étais miraculeusement dans les premiers. Pour la première fois en sport, j'étais dans les premiers. Ça m'a bien plu. J'ai fait un premier 10 km à côté de chez moi au Mans. Ma tante et puis je me suis motivé aussi, m'ont poussé un petit peu à essayer de me lancer un peu là-dedans. Donc je me suis inscrit assez vite dans un club d'athlétisme et puis j'ai fait un peu toutes les... Alors, pas les étapes du coup quand on est jeune avec l'école d'athlétisme, à tester tous les sports. Moi, j'ai démarré direct sur du 10 km, donc j'étais déjà un peu sur du plus long. Et du coup, après, j'ai fait les crosses, un petit peu de piste, mais les crosses des 10 km, etc. Et donc, du coup, j'ai découvert ce milieu comme ça et surtout localement, du coup, chez moi avec mon club d'athlétisme. Mais ma découverte de l'athlétisme s'est fait beaucoup à travers le cross. Parce que c'est quand même la discipline. C'est ça, c'était le rendez-vous central de l'année en fait pour le club, parce qu'en fait c'est là que tout le monde est réuni, tout le monde est concentré sur cet objectif-là. Les jeunes, les moins jeunes, c'est après que ça s'est éparpillé un peu pour la saison estivale sur différents objectifs, mais l'hiver tout le monde était sur les crosses et du coup j'aimais beaucoup cet environnement, cette ambiance et du coup j'ai fait mes premières images d'athlétisme dans le cross, quoi. Bon, le hasard fait bien les choses. On enregistre cet épisode quelques jours, 10 jours à peu près avant les championnats de France de cross, donc on aura l'occasion d'en discuter un peu plus en détail, mais juste par curiosité, toi tu es un coureur de quel niveau à peu près, parce que c'est une question que je pose souvent à mes invités, parce qu'en général j'ai toujours des invités qui sont hyper investis dans l'athlé, le running, le sport et tout ça.
Et la question qu'on me pose, c'est pour être autant investi, il faut forcément être sportif de haut niveau, avoir eu un truc qui fait que. Toi, t'as quel niveau à peu près en course à pied ? Du coup, j'étais mes premières années, on va dire que j'étais un peu dans la masse du peloton. Et mes coéquipiers, j'étais pas le meilleur, j'étais pas le moins bon, mais la régularité à l'entraînement a fait que on commençait à faire des courses sympas, des petits chronos sympas. Dans mes premières années, j'ai fait des 10 km, j'étais autour de 33-34 minutes. Okay. Donc, ça court déjà pas mal. Donc on avait un petit groupe avec un bon petit niveau local, donc on arrivait à se faire plaisir sur des petites courses. Et puis après, j'ai vivoté un peu pendant plusieurs années où je suis passé du Mans à Paris pour des raisons professionnelles et je courais de temps en temps, pas de manière très assidue. Donc en fait, j'ai stagné un peu à ce niveau pendant pas mal d'années. Il y a 3-4 ans, je m'y suis remis un peu sérieusement. J'ai pris un coach et tout. Du coup, je me suis remotivé et j'ai gagné un petit peu en régularité, un petit peu en niveau aussi. Je me suis lancé sur marathon et tout. Super. Du coup, j'avais fait mon premier marathon il y a 3 ans à Paris et j'ai fait 2h30. Donc du coup, c'est pas mal. J'étais content que ça ait payé. J'ai un rapport à la course à pied plutôt orienté encore un peu performance finalement. J'ai envie de me dépasser et tout ça. Donc j'essaye d'être assidu quand je peux. Après, j'ai un niveau très variable selon les périodes de l'année parce que j'ai des périodes de boulot très denses et des périodes plus calmes. Et donc du coup, des fois j'ai le temps de courir beaucoup, des fois j'ai pas trop le temps de courir. Donc je m'adapte un peu comme je peux. Et c'est quoi ton objectif là cette année, si jamais t'en as un ? Je vais essayer de continuer à faire descendre un petit peu le chrono sur le marathon. J'aimerais bien. C'est théoriquement la distance qui me convient le plus parce que je suis pas quelqu'un de très rapide. Je suis plutôt avoir des qualités un petit peu d'endurance. Donc j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de gagner et grappiller quelques secondes. Pourquoi pas. J'ai déjà essayé en vain pour l'instant, mais j'essaye un peu jusqu'à temps que j'en ai marre. Je vais essayer un peu. Donc on te revoit sur le marathon de Paris cette année ? Pas Paris, mais peut-être Valence à la fin de l'année. Super. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, on essaye un peu d'être chaud régulier et après quand j'en aurai marre, je passerai à peut-être un côté un peu plus cool, un peu plus loisir, mais j'ai toujours un petit peu la motivation pour l'instant de la performance et à se dépasser un petit peu, donc voilà. Et en termes de boulot alors, donc tu nous as expliqué que tu n'avais pas fait forcément d'études spécifiques à la création de contenu, l'audiovisuel et tout ça, tu t'es fait sur le tas avec ton expérience en tant que pigiste et sur ton blog pour Le Mans. Qu'est-ce que tu as fait après ? T'as rejoint une boîte, t'as tout de suite bossé pour la Fédé, t'as bossé pour des marques, des choses comme ça ? Alors non, il y a un moment du coup, comme je te disais, j'avais plein de petites activités. Oui. D'ailleurs, dans ces activités, j'ai oublié de mentionner que j'ai commencé à bosser un peu avec Iron. Ok, ouais. Qui était en fait à ses débuts dans le marketing, on va dire. Ils commençaient à investir du marketing, du sponsoring d'athlètes et du sponsoring d'événements. C'était un peu leur début vers 2013-2014, il y a une bonne dizaine d'années. C'était pas le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, j'ai été contacté par une personne qui s'appelle Sylvaine Cusso, athlète, qui est athlète connu, ASICS, qui est un peu une figure d'Iron parce qu'elle y travaille depuis un moment et qui est originaire du Mans. Donc en fait, elle me connaissait un peu comme ça. Du coup, elle m'a sollicité pour faire des piges aussi pour un blog qui s'appelle YouRun, qui appartenait à Iron en fait. Okay. C'est une petite plateforme où on faisait des articles d'actualité, des tests produits aussi. Et donc du coup, j'ai bossé un petit peu comme ça aussi. J'ai fait des petites piges pour tester des produits. Et puis j'allais sur des événements aussi d'athlétisme. Et ça m'a permis de rentrer encore plus dans le monde de l'athlétisme parce que du coup, j'étais à des meetings, des événements, des championnats, ce que je ne faisais pas forcément avec mon club. Et du coup, on était assez libre en fait des sujets à proposer. Donc moi, j'ai essayé d'être force de proposition, aller voir
des événements et faire des petits sujets. Et en fait, j'ai rencontré les personnes de la fédération à travers cette activité parce que iRun a commencé à être partenaire de la Fédération française d'athlétisme dans ces années-là, vers 2015, quelque chose comme ça, il y a une dizaine d'années en tout cas. Où j'ai travaillé sur des championnats de France pour iRun en faisant des petits contenus. Et finalement, la fédération a fini par me solliciter directement. Donc j'ai connu la fédération comme ça. Et en parallèle de ça, j'ai aussi rencontré d'autres personnes à travers ces activités. Notamment une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Peigné Vertical, qui est très connue. Qui est assez connue dans le milieu, notamment du trail, plutôt orienté événementiel sportif, trail, outdoor, on va dire. Qui est à Annecy en plus. C'est Annecy, et du coup, j'ai connu son fondateur qui s'appelle Timothée Nallet sur l'UTMB en bossant pour iRun. D'accord. Et du coup, le feeling a bien passé. Lui, il lançait son activité d'agence après avoir bossé en indépendant. Depuis, je travaille toujours avec lui régulièrement, donc depuis une dizaine d'années aussi. Avec cette agence. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir justement avec cette activité avec iRun et Sylvain Cusso. Donc ça a permis de rentrer encore un petit peu plus dans le monde de l'athlétisme. Mais c'était toujours une petite activité parmi d'autres. Et il y a un moment, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot. Il n'y a rien qui se développe plus qu'autre chose. Il faut que je trouve quelque chose à un moment et que je trouve un boulot. Donc du coup, j'ai voulu faire un stage. Je me suis dit, je vais faire un stage dans une entreprise, dans la communication. Mais t'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 21 ans, 22 ans. Donc t'étais encore, encore hyper jeune. Oui, c'est ça, c'était pendant la fac encore. D'accord, Comme j'allais plus beaucoup à la fac, c'était compliqué de délivrer une convention de stage. Donc je me suis inscrit à une formation en ligne un peu bidon de communication événementielle comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression, pour délivrer une convention de stage. Et du coup, j'ai trouvé un stage à Paris via une connaissance du Mans encore, une coureuse qui s'avère être très drôle puisque c'est la sœur de Sylvain Cusso. D'accord. Vinciane Cusso. Tu dois beaucoup à la famille Cusso. Oui, exactement. Je me le dis souvent et je leur dis de temps en temps. Elle travaillait à Paris dans une association humanitaire en fait, qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui opère des enfants qui ont des malformations du cœur, qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays. Et donc du coup, c'était une petite association d'une dizaine de personnes, dizaine de salariés. Donc j'ai fait un stage dans cette association dans la communication. Et je suis devenu un peu, une fois encore, le couteau suisse un peu de la communication dans cette entreprise. Ils ont fini par me prendre en CDI et je suis resté 4 ans dans cette association. Toujours avec tes activités un peu sportives donc, en parallèle. Je prenais mes vacances pour bosser en freelance à côté. Donc c'était des années un peu denses. Mais du coup, la particularité de cette association, c'est que pour collecter des fonds et pour se faire connaître, en fait, ils étaient partenaires de beaucoup d'événements sportifs. Ils étaient associés à des gros événements sportifs. Le Vendée Globe, le Tour de France, les 24 heures du Mans que j'ai retrouvé à travers cette activité-là, le Marathon de Paris, enfin plein de gros événements. Parce que le nom de l'association me parle. Oui, en fait, j'ai pas tiqué. Ouais, en fait, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens la connaissent et ont l'impression que c'est une énorme structure. Et en fait, c'est pas si gros que ça. Mais les fondateurs ont été malins, ont des bons contacts et en fait, ont réussi à avoir une belle notoriété à travers ces événements-là. Du coup, j'ai eu la chance de participer et d'être présent sur tous ces événements. Et du coup, de me former aussi comme ça, parce que du coup, avec l'association, je faisais les photos, les vidéos, pareil, le site internet, etc. Ça a été une sorte de formation école à grande échelle pendant 4 ans où on a beaucoup bossé, on a eu beaucoup de déplacements et j'ai pu me familiariser encore plus avec tous les milieux de l'événementiel sportif. Et des gros événements,
C'est pour ça aussi que je pense que j'aime beaucoup moi les grands événements en fait, sportifs. On te voit souvent, on aura l'occasion d'en parler un peu plus, mais on te voit souvent sur les très grands événements, les marathons, les championnats de France, plein de choses comme ça. Donc, Et j'y suis attaché. C'est marrant parce que même par exemple dans le trail, on entend des gens qui n'aiment pas les grosses machines, etc. Bah, moi j'aime bien parce qu'il y a une espèce d'effervescence, il y a une ambiance folle, il y a des... Du coup, avec les 24 heures du Mans, des petits, c'est des événements où il y a 300 000 spectateurs sur un énorme, circuit, c'est des trucs énormes. Il y a 1000 journalistes accrédités, c'est un bazar monstre, entre guillemets. Et du coup, j'aime bien, moi, cette effervescence et je la retrouve du coup dans l'athlétisme aussi, au sport. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans dans cette association. Et au bout de 4 ans, je me suis lancé en freelance, en indépendant. Je suis retourné au Mans, je me suis lancé définitivement à 100% en freelance. Avec la chance et on va dire le confort d'avoir déjà mes clients, puisque du coup j'avais commencé un peu avec eux en activité secondaire. Donc c'est là que du coup à cette période-là j'ai développé mes activités avec différents clients, dont mes plus gros que sont aujourd'hui la Fédération française d'athlétisme. Cette agence basée à Annecy, Peigné Vertical, qui constitue une bonne partie de mes activités. Et toi, tu bosses en ton nom. C'est-à-dire que quand t'as pas créé d'entreprise, t'as pas un pseudo, quelque chose comme ça, c'est vraiment Rémi Blom. Exact. Ouais, je me suis pas créé d'identité particulière. D'accord. Je me considérais un peu quelqu'un dans l'ombre et de bosser pour les autres plutôt que de faire bosser des gens. D'accord. Je suis un peu discret, un peu introverti et tout ça. C'est peut-être ce qui fait la force du Je me sentirais stressé aussi de faire bosser quelqu'un ou d'avoir un salarié. Enfin, je n'osais même pas l'imaginer. Je me stresse déjà pour moi-même. Donc, en fait, je préfère vivre des expériences collectives en étant associé à d'autres équipes et en étant un prestataire aux côtés d'autres personnes et être intégré à des équipes. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler finalement. Des fois ça peut être en solo, en direct avec des clients. Mais oui, non, j'ai juste mon nom Rémi Blom. J'ai encore mon statut de base auto-entrepreneur d'ailleurs. Ça marche. Bon, c'est des choses qui pourraient évoluer, mais j'ai pas la volonté d'évoluer en entreprise, avoir des salariés, à faire bosser du monde. C'est pas mon idée et mon envie en tout cas pour l'instant. Et si en 10 secondes tu pouvais nous résumer ce que tu fais aujourd'hui, si tu devais un peu tendre ta carte de visite à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Alors je dirais que je suis photographe vidéaste, parce que c'est le cœur de mon activité quand même. Photographe vidéaste spécialisé dans l'événementiel sportif, on va dire. Donc je dirais que je suis ça. Et si on veut élargir un peu, comme je disais au début, on va dire que je suis créateur de contenu de manière générale. Je peux avoir, on va dire, une prestation un peu polyvalente avec une vision un peu, comme on dit, 360 sur de la communication qui peut aller de l'écriture de quelque chose, d'un scénario ou du rédactionnel jusqu'à la diffusion, jusqu'au montage, jusqu'à la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc on va dire c'est... créateur de contenu, photo, vidéo, sur hyper clair. Événementiel, si on veut faire au plus simple. Merci beaucoup Rémi pour cette introduction, présentation. Je pense qu'on a bien compris qui tu étais, ton parcours, ce que tu as fait de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus et qu'on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais que tu nous parles en fait de ton métier. Alors moi, je suis allé fouiller un peu ton profil sur LinkedIn, ce que je fais avec quasiment tous mes invités. J'ai donc vu que ton activité principale, alors tu l'as dit, c'est créateur de contenu, journaliste, photographe, il y a plein de choses. Mais je pense qu'on peut le résumer à community manager. En fait, j'ai vu que sur ta page LinkedIn, tu étais community manager de la Fédé et que c'était un peu une de tes activités principales. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, redonner un petit peu de contexte sur ce rôle et notamment qu'est-ce que tu fais au sein de la Fédé, quelles sont tes missions après j'aurai d'autres questions à te poser, mais seulement on peut commencer par là, déjà ce sera pas mal. Exact. Alors oui, c'est vrai que sur ma partie LinkedIn, que je mets pas souvent à jour, mais
J'avais mis community manager parce que c'est une partie de mes activités que je peux faire aussi pour des clients. Ouais. On va dire qu'avec la Fédération française d'athlétisme, c'est un peu particulier parce que j'ai plusieurs casquettes en fait avec eux. Comme je bosse beaucoup avec eux, certains pensent que je suis salarié de la Fédération française d'athlétisme. Moi, c'est ce que je pensais personnellement. Donc. Et en fait, non, je suis un prestataire parmi tant d'autres finalement. Comme je suis un prestataire régulier, je fais aussi partie un petit peu de l'équipe régulièrement. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, je fais presque aussi un peu partie des meubles. L'équipe de communication me connaît bien à la fédération et tout. Donc bon, c'est une relation un peu particulière, même si je suis prestataire à part entière quand même. Du coup, avec eux, donc, je suis prestataire depuis une dizaine d'années. Ça se divise, on va dire, en 2 catégories de prestations. Je vais être producteur de contenu sur des événements. Donc ça va se résumer notamment et particulièrement sur leurs gros événements qui sont tout ce qui est championnat de France, quelle que soit la discipline. En fait, moi, je viens en renfort de leur équipe interne pour produire du contenu. D'accord. Et aujourd'hui, je suis surtout associé et un peu référencé chez eux comme étant à faire de la vidéo, même si je faisais de la photo et de la vidéo à la base. Mais en fait, ils ont un petit peu défini des prestataires qui vont faire de la photo, des prestataires qui vont faire de la vidéo. Puis j'ai un peu plus ce rôle vidéo qui s'est fait naturellement parce que j'étais relativement à l'aise avec ça. Ça a bien matché sur les contenus à produire. Donc on va dire que je suis un peu leur référent production vidéo sur les événements. Ils me sollicitent en fait tout au long de l'année. Au début de l'année, on définit un planning, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on est de plus en plus organisé. Ouais, j'imagine que ça a dû être structuré tout ça. C'est ça, oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un peu la prochaine partie, mais on voit qu'il y a un effort qui est fait sur la communication, vidéo, création de contenu. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été faits pour arriver à ça. Exactement, oui. Ils ont recruté un community manager en interne il y a une dizaine d'années. Création de poste et lui a accompagné un peu toutes les évolutions à la Fédération française d'athlétisme. Il a suivi aussi les tendances, les évolutions. Il a connu Instagram où à l'époque on pouvait mettre que des photos. Ça paraît impensable aujourd'hui, mais ça a bien été le cas à une époque. Donc tu fais des vidéos et après... Donc du coup, cette production vidéo sur les événements, et l'autre partie, en fait, je suis community manager pour une de leurs pages Instagram qui s'appelle J'aime courir. Ok. C'est un concept qu'ils ont développé il y a quelques années pour parler à la population élargie du running et du hors-stade, qui est pour eux les coureurs à pied sur route ou sur trail, qui ne sont pas forcément une population de licenciés sensibilisés à l'athlétisme ou les clubs. Et du coup, ils voulaient parler à cette population-là un peu plus large que l'athlétisme. Et donc, du coup, ils ont développé cette page-là qui était tombée un peu à l'abandon, en tout cas sur la partie réseaux sociaux. Il y a un site également avec des courses à pied, des coachs, etc. Et donc, du coup, j'ai pris en charge, moi, la gestion de la page Instagram et Facebook de cette page-là, un peu tout au long de l'année. Donc du coup, c'est cette partie-là que j'ai en plus. Et ça, c'est une prestation lissée sur l'année. Ça me prend quelques jours tous les mois et que je fais. Donc, c'est les 2 parties que je fais sur la... Donc ça, sur la deuxième partie, si jamais on met un commentaire sur J'aime courir et quelqu'un nous répond, c'est toi. Normalement, c'est moi, oui, c'est ça. Donc, c'est énorme. donc voilà, c'est... Alors, on aimerait faire beaucoup plus de choses, mais évidemment, on est toujours limité en termes de moyens, de temps, etc. Voilà, on essaye de dynamiser un petit peu cette page-là. Du coup, moi, je suis prestataire à part entière. On ne peut pas vraiment considérer que je suis le community manager de la Fédération française d'athlétisme parce qu'il y a des personnes en interne qui travaillent à l'année là-dessus et qui font la gestion des réseaux sociaux, la stratégie au quotidien. Là, il y a une personne et il y a une seconde personne qui travaille désormais chez eux uniquement pour la partie réseaux sociaux. Moi, je viens là en renfort sur les événements. Ok. Oh, mais trop cool. Et
Quand tu dis là, donc, sur ta première partie, création de contenu, quand tu viens sur des grands championnats et des choses comme ça, en fait, qu'est-ce que tu dois produire concrètement ? Est-ce que ça va être capter des images ? Est-ce que ça va être capter des moments ou est-ce que ça va être beaucoup plus spécifique que ça et ça va être, voilà, Rémi, nous on te demande, je vais dire une bêtise, mais 10 réels, 3 posts Instagram et une vidéo de 10 minutes des championnats de France de cross ou un truc comme ça. C'est quoi un petit peu le cahier des charges de la Fédé quand ils font appel à toi pour ce genre de mission ? Alors ça va dépendre un petit peu des événements. Disons que là on peut évoquer l'exemple d'un championnat de France un peu majeur. Je dis majeur, c'est parce que c'est les championnats de France qui ont plus d'enjeux, le plus d'impact médiatique, le plus de portée, le plus de participants aussi. On va cibler les championnats de France élites, notamment sur piste, en indoor l'hiver et en extérieur l'été. Championnats de France de cross par exemple, qui sont un peu des gros événements de l'année pour eux. Sur ces événements-là, il y a toute une équipe de communication qui est composée d'internes à la Fédération française d'athlétisme et de prestataires. Tout ce groupe va gérer la communication de la fédération. Et donc moi, sur la partie vidéo, je vais être sollicité pour gérer les contenus, ce qu'on appelle en dur, les publications de la page Instagram. Et donc plus particulièrement de la vidéo sur Instagram. En amont, en fait, on définit un petit peu les objectifs de ce que je vais produire le week-end. Une relative liberté, en fait, je suis très autonome sur ce que je vais produire et ce que je peux produire. Ils font confiance, ils savent ce que je dois faire. J'ai un peu d'expérience et ils ont confiance en moi. D'ailleurs, j'ai la main en fait sur la page Instagram. C'est moi qui publie en direct les contenus sans forcément passer par eux pour la validation parce qu'ils me font confiance. Et donc, en fait, il n'y a pas de masse très stricte de contenu à produire. Il ne faut pas faire tel nombre de reels ou telle image absolument ou telle durée. On va en fait définir des temps forts dans le week-end, en fait, un peu à pas manquer, quoi. Une discipline en particulier parce que y a des gros chronos internationaux, il y a des enjeux importants. Ça peut être des événements un peu atypiques qui vont se produire dans le week-end. Des fois, par exemple, il y a un événement autour d'un athlète qui va prendre sa retraite, donc il y a un petit événement autour de ça. Des choses un petit peu différentes selon les événements et du coup, on va définir un peu une liste de contenus à produire sans que ce soit figé. Ouais, parce qu'il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses, donc en fait, il y a beaucoup aussi d'improvisation sur le terrain et d'opportunités en fonction de ce qui va se passer sur l'événement. Savoir la saisir, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut être là au bon endroit au bon moment. Ça marche pas toujours, mais on essaye d'anticiper un petit peu. Et donc du coup, des fois sur un week-end, je peux en effet produire une vingtaine de petites vidéos, de reels, pastilles, snacks, un peu comme on veut l'appeler, sur le week-end. Le but va être de faire vivre l'événement, transcrire l'événement sans l'exigence d'être non plus exhaustif sur tout ce qui peut se passer. Il y aura d'autres supports de communication et d'autres types de contenus qui vont pouvoir équilibrer si j'oublie des choses, tu vois. Je peux pas être évidemment partout et couvrir toutes les courses, tous les concours. Il y a, par exemple, je crois qu'au championnat de France élite en indoor ou à l'extérieur, il y a une trentaine de champions de France. Et en fait, je peux pas être partout sur tous les événements. Donc en fait, j'ai pas besoin d'être exhaustif. Généralement, la seule exigence, c'est d'essayer d'être équilibré dans les familles de disciplines. Parce que, évidemment, moi, je suis coureur. Je suis un peu plus sensibilisé au demi-fond. Et donc, du coup, naturellement, je vais avoir tendance à filmer un petit peu plus les courses. Et j'ai appris au fil du temps à équilibrer un peu les choses et à être équilibré entre toutes les familles de disciplines sans forcément à avoir tout. Et justement, c'est un sujet hyper intéressant là, que tu viens de soulever sur l'équilibre entre les disciplines, parce que c'est vrai que
quand on parle FFA, pour nous et je pense pour les auditeurs d'On Your Mark, c'est que de la course à pied. Mais en fait, il y a du saut, il y a du lancer, il y a plein d'autres sports. Exact. Est-ce que toi, c'est évident pour toi de réussir à capter les moments forts de ces disciplines? Parce que, je vais dire une bêtise. Moi, tu me donnes une caméra ou tu me donnes une photo, je pense que je vais réussir à me démerder sur la course à pied. Par contre, sur un saut ou sur un lancer, je pense que je vais peut-être être moins à l'aise pour me dire ah ouais, c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau à voir. Toi, tu y arrives maintenant après toutes ces années à te dire ok, sur un saut, c'est ça qu'il faut filmer, c'est ça qu'il faut mettre en avant? Petit à petit, on arrive en effet à trouver des idées, des angles de vue, des choses comme ça pour valoriser, mettre en avant d'autres disciplines qui sont un peu moins valorisées en général parce qu'elles sont des fois un petit peu plus intimistes, elles sont moins connues du grand public. Du coup, on essaye de les valoriser en faisant de la captation d'images sur ces disciplines-là. Donc au fur et à mesure, moi j'ai mes petites habitudes aussi, je vois à peu près la manière dont on peut filmer et j'ai des automatismes et j'arrive à justement équilibrer un peu toutes ces disciplines. La difficulté des concours, c'est que par contre, je n'ai pas forcément les images du vainqueur ou des meilleures performances. Ah oui, parce que comme ça dépend des classements, des choses comme ça, tu ne sais pas tout de suite qui a gagné en fait, non? En fait, c'est surtout que les concours, les athlètes vont avoir plusieurs essais. Oui. Et en fait, si je veux avoir la meilleure performance, il faut que je reste tout le concours. Oui. Par exemple, si c'est du 100 longueurs, il faut que je reste derrière le bac à sable pendant 2 heures, que tout le concours se déroule et que je chope la meilleure performance, être assuré d'avoir la meilleure performance. T'as les courses, t'as d'autres choses qui se passent autour de toi. Exactement, du coup, pendant ce temps-là, en fait, ça me mobiliserait trop de temps pour les autres disciplines et je raterais des choses à côté. Donc en fait, je vais venir à un moment pour filmer des contenus autour des concours, mais ce ne sera pas forcément le moment qu'il fallait avoir. Ce sera le bon lancer, le bon saut. Mais c'est pas très grave parce que en fait, sur les grands événements, je pourrais dire un petit peu après tous les métiers qu'il y a autour de la communication, mais il y a des photographes, il y a un live régulièrement sur les grands événements qui vont pouvoir pallier à l'absence de contenu que moi j'aurais pas pu avoir et produire. Donc du coup, il y aura normalement toujours cette image-là ou toujours un moyen de valoriser la performance du vainqueur de telle ou telle discipline. Donc en fait, moi, notamment sur les concours, je vais plutôt me porter presque des fois sur de l'ambiance, le beau geste, orienter un peu de manière différente mes images pour valoriser la discipline sans que ce soit forcément le côté performance directement, la meilleure marque, ce qui est beaucoup plus facile à faire dans les courses parce que forcément on a tout de suite le vainqueur, on sait qui filmer parce que c'est en cours, c'est en direct et il n'y a qu'un moment, on sait qu'à 18h28 il y a la finale de cette course et donc du coup forcément on aura le vainqueur, on aura les 3 premiers. Donc toi c'est pas forcément ton objectif, là on parle je prends l'exemple des championnats de France de cross qui arrivent. On va pas présumer du vainqueur, mais Jimmy Gressy a dit qu'il faisait le cross-court. C'est pas dans les tableaux, dans les consignes de se dire ok, rendez-vous 15h15, Jimmy il arrive, on le filme, tout le monde est sur lui. Toi, tu peux papillonner un peu à droite à gauche, regarder d'autres choses, voir d'autres contenus, quoi. Oui, c'est ça. Sur des championnats, moi je vais pouvoir en effet être un peu sur comme il y a d'autres personnes qui vont produire du contenu, que ce soit l'arrivée ou la partie live, etc. Moi je suis moins dans cette exigence de capter tout et d'avoir forcément les vainqueurs, etc. Et je peux être plus à aller chercher des angles différents, un côté coulisses qu'on essaye de développer aussi un petit peu avec la fédération, qui n'existait pas forcément avant. Et donc du coup, je peux aller chercher d'autres types de contenus. Alors là, tu prends l'exemple des France de cross, c'est un petit peu différent parce que là, pour le coup, c'est que de la course à pied. On connaît toujours le moment de l'arrivée, du vainqueur et tout ça. Donc je suis quand même assez souvent sur la ligne d'arrivée pour les premiers parce que l'événement dure toute la journée, j'ai le temps sur d'autres courses t'as le temps de faire d'autres images et donc c'est des temps forts qu'ils aiment bien quand même avoir l'arrivée des vainqueurs de cross en termes d'images. Donc généralement je le fais
assez souvent sur les crosses, mais par contre sur d'autres disciplines, notamment sur la piste, où je peux pas tout faire, tout avoir. J'ai pas forcément en effet toutes les arrivées. C'est pas grave parce qu'il y aura d'autres supports pour en parler et d'autres types de contenus qui vont permettre de communiquer dessus en fait. Et toujours avec l'exemple des championnats de France, c'est quand même un beau rendez-vous de la course à pied en France. Là, typiquement, si on prend cet exemple hyper concret qui arrive dans pas longtemps, comment vous êtes préparé? C'est-à-dire que là, quand tu vas arriver à Challans, exact. Le nom a failli m'échapper, mais quand tu vas arriver à Challans, à quoi va ressembler ton week-end? Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu... Alors, tu as dit qu'il y avait une flexibilité. C'est-à-dire que si tu vas capter des images, des choses comme ça qui sont un peu inattendues, tu vas pas t'en priver. Mais est-ce que tu as déjà un petit peu la liste des choses avec lesquelles il faut que tu repartes dans les valises à la fin du week-end? Oui, du coup, on se fait une petite réunion, généralement quelques jours avant, pour définir un petit peu les objectifs, dérouler un petit peu la journée, le planning de l'événement, isoler un peu des temps forts sur l'événement. Alors c'est plus facile sur des championnats de France de cross que des championnats de France élite sur piste, tout est cadré, parce qu'il se passe moins de choses, c'est des courses avec un début, une fin, et donc du coup le déroulé se fait plus naturellement. Du coup, je sais un peu ce qu'il faut faire, donc le brief est souvent une formalité, mais on essaye de définir ensemble des temps forts quand même, à ne pas manquer, et du coup des contenus que moi je vais pouvoir produire. Définir aussi, on va essayer de retranscrire des idées qu'on peut avoir de chaque côté, que ce soit moi être force de proposition sur des idées de contenu un peu originales, un peu différentes, essayer de trouver des nouvelles choses. Qu'on va noter aussi, chacun de notre côté, une petite boîte à idées. Et puis moi de mon côté, après, je me fais une liste des reels, des petites vidéos que je vais produire et que je vais diffuser et que je vais monter derrière. Et donc du coup, je me fais le déroulé de la journée, même les horaires, de 9h à 10h, c'est le départ du Crossmaster, il y a de la masse, il y a du monde, donc je vais sortir le drone pour filmer le départ. Ah oui, ok. À 9h30, j'ai le temps de passer à la tente, faire le montage de cette petite séquence avant l'arrivée de la course. Ensuite, c'est en direct, tu arrives à tout monter, il y a une réactivité à avoir avoir aussi. Quand c'est possible, j'essaye tout au long de la journée de diffuser du contenu. C'est pas toujours possible. Mais l'idée n'est pas d'être... je diverge encore sur autre chose, mais l'idée n'est pas d'être le plus rapide possible dans l'information. C'est pas forcément comme Renix ou exactement, il y a des médias comme Stadion qui se sont fait un peu la spécialité d'être le plus rapide possible. On voit leurs photographes sur la ligne d'arrivée, ils sont sur l'ordi ou sur le téléphone, ils transfèrent la photo, elle est en direct envoyée, c'est publié à la seconde. À la fédération, on ne s'est pas... mis la contrainte de la course au plus rapide possible. Par contre, l'information sera traitée par différents canaux et du coup, l'idée est quand même de faire vivre l'événement tout au long du week-end. Donc des fois, je vais avoir un petit moment de creux, donc je vais pouvoir faire un petit montage. Des fois, j'ai peu de temps et je vais juste diffuser une image un peu brute. C'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu et ça marchera tout aussi bien qu'un petit montage. Et des fois, il n'y a pas le temps. Pendant 4 heures, je suis sur le terrain. Et puis, j'ai un petit créneau d'une demi-heure. Je vais publier 3-4 trucs d'un coup. Et puis, c'est pas très grave. Et tu as déjà une idée très claire de ce que tu vas faire? Parce que je prends une anecdote moi, que j'ai trouvée géniale. Et moi, j'adore la course à pied. J'adore tout ce qui touche à la course à pied. Et toi, tu as fait un réel. Alors, normalement, c'est toi. En tout cas, c'est toi que j'ai vu en crédit photo. C'est le réel après le marathon de Paris. Avec la musique de Edith Piaf, qui a été exceptionnelle. Je pense que ça a dû faire pleurer plein de coureurs. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est gentil. Et la petite anecdote, c'est que du coup, la musique a été reprise par Céline Dion. Oui, c'est vrai. C'est aussi bonne coïncidence. Bonne coïncidence. Est-ce que toi, par exemple, ce réel, tu l'as fait a posteriori en te disant en fait, voilà ce que j'ai et voilà le message que je veux faire passer. Donc je monte un truc et ça donne ça. Ou est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'utiliser... C'est hyper concret comme exemple, mais j'ai envie d'utiliser la musique d'Edith Piaf.
parce que c'est le marathon de Paris. Je veux tel plan, et je construis un petit peu tout ça à l'avance. Et en fait, je me sers dans ce que je vais réussir à capter pendant le week-end. Comment ça se passe en fait quand tu veux faire un truc aussi impactant que... Alors que ça, on va dire, c'est ce qu'on c'est appelle un after... non. Alors là, non. Mais c'est ce qu'on appelle un peu un after movie. C'est ce qu'on fait beaucoup dans l'événementiel sportif, la petite vidéo d'après-événement, qui va être un résumé de l'événement en 1 minute 30, 2 minutes. Et cette vidéo-là, en fait, c'est totalement mon initiative. C'est pas du tout une commande de la fédération. Ok. En fait, il s'avère qu'ils m'ont sollicité, comme depuis plusieurs années, sur le marathon de Paris, pour faire comme sur un événement. Comme c'est le plus gros événement en France, course à pied, la fédération n'est pas organisatrice, mais elle est présente par divers moyens. Et elle veut être présente sur cet événement parce que c'est le plus grand rendez-vous pour les coureurs. Elle veut avoir son moyen aussi de communiquer autour de cet événement. Donc du coup, elle a un ou deux photographes souvent qui captent un peu l'ambiance. Et depuis quelques temps aussi en vidéo, moi je fais des petites pastilles vidéo aussi sur la course, de manière relativement libre. On se dit quelques directives en amont. Donc du coup, je vais aller filmer un départ, je vais aller filmer du ravitaillement, des émotions à l'arrivée, plein de petites pastilles qu'on va ensuite diffuser sur les réseaux sociaux de la fédération et aussi de J'aime courir, souvent des fois en collaboration parce que du coup, ça touche le public plus large que l'athlétisme. C'est les runners, c'est pas forcément les athlètes. C'est ça. Donc il y a cette idée de faire ces petits contenus-là. Et puis cette année, comme il y avait les Jeux Olympiques, la perspective du marathon pour tous, et puis finalement le marathon de Paris dure assez longtemps sur la journée parce qu'il y a beaucoup de sas différents, donc en fait ça s'étale de 9h à 16h quoi, finalement. Les premiers ils arrivent à 11h, et du coup moi sur cet événement-là j'ai pas du tout de contraintes performance, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout la tête de peloton, c'était pas intéressant pour nous forcément. Et du coup, je me suis décidé moi-même de me faire une petite séquence vidéo comme ça. Un petit kiff, c'est carrément ça. Et du coup, j'ai profité de cette journée où j'allais filmer des petites séquences pour écrire en quelque sorte une petite vidéo. J'avais déjà en tête du coup cette musique un peu d'Edith Piaf et j'avais une liste de plans que je m'étais écrit un peu à l'avance, en identifiant des lieux un peu emblématiques du parcours, des monuments, des choses comme ça, à filmer pour créer cette petite séquence. Et du coup, je sais même pas si j'en ai parlé à la fédération avant. En fait. Ça a quand même, et du coup, je leur ai envoyé ça, ça leur a bien plu et j'ai diffusé tel quel le 2 jours après. Et j'ai eu pas mal de bons retours. J'étais assez étonné parce que bon, ça me paraissait pas non plus sensationnel. Je vais pas cacher que la musique a beaucoup aidé, quand même, parce que bon, elle était hyper impactante et tout ça. En plus, oui, elle a été beaucoup été exploitée derrière avec les Jeux Olympiques et tout ça. Une question que je me suis posée, tu vois, en repréparant un peu l'épisode, c'est que je me suis dit, de ce que j'ai compris en fait des Jeux, c'est que il y avait des gens qui étaient dans la confidence de plein de trucs, d'autres qui n'étaient pas du tout dans la confidence. Toi, tu savais pas du tout que Céline Dion allait chanter ça. Non, pas du tout. Mais bon, jamais, c'était déjà une musique emblématique de Paris. Ça faisait partie du top 5 des musiques qu'ils auraient pu choisir pour faire ça. Ça faisait aussi partie, oui, en effet, ça faisait partie aussi sûrement du top 5 des musiques ambiance parisienne utilisée sur Instagram. C'était déjà une tendance, je crois, cette musique d'Edith Piaf sur les réseaux sociaux. Donc, c'était pas un hasard de toute façon sur ce point de vue-là. Et c'est marrant, oui, du coup, tu me parles de ça parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai un peu mis en place sur les événements de la fédération aussi, de mon initiative, cette notion d'after movie. Okay. Parce que en fait, du coup, je produisais des contenus tout au long du week-end. Et je me disais, des fois, j'aimerais aller un petit peu plus loin que simplement diffuser des petites pastilles juste d'arrivée ou un départ ou des choses comme ça. Et je voulais aller un petit peu plus loin dans l'ambiance de l'événement. Et donc du coup, j'ai mis ça en place petit à petit le lendemain ou le surlendemain de l'événement. J'ai proposé ça à la fédération.
Et petit à petit, ça s'est un peu imposé naturellement et j'ai commencé à le faire il y a 1 ou 2 ans. Ouais, parce que maintenant on l'attend. Ouais. Maintenant on attend. Malheureusement, maintenant j'ai plus le choix. Et du coup, j'essaye de le faire maintenant à chaque fois et c'est quelque chose qui me plaît. C'est aussi un peu je sais pas comment appeler ça, une lubie de vidéaste. C'est un peu la crise de la trentaine où en fait t'as plus envie de faire que des reels un peu entre guillemets à l'arrache, un peu en speed ou autre. T'as envie de faire des contenus plus léchés, t'as envie de faire des choses un peu plus cinématiques, des formats un petit peu plus longs. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi et que j'intègre maintenant dans les prestations que je fais. Parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors c'est pas forcément le format le plus adapté à Instagram parce que du coup je fais le choix délibéré de diffuser en format paysage et il faut retourner son écran et tout ça. Mais bon, ça marche quand même pas trop mal. Et du coup c'est vraiment cool à faire et il y a de bons retours dessus. Donc c'est quelque chose que j'aime faire, qui demande un peu de boulot en plus parce que en fait, du coup, pendant le week-end, je n'exploite pas que les images que j'ai produites pour faire les petits reels un peu en live. Je fais des images qui vont servir uniquement pour ce petit after movie, en fait. D'accord, ça tu le sais déjà un petit peu à l'avance. Du coup, en fait, j'ai une liste de plans que je fais dans la perspective de cet after movie. Typiquement, ce qu'on appelle des plans de coupe, des plans d'illustration. Je vais filmer des détails de la piste, je vais filmer un peu le public, je vais filmer des images un peu coulisses, des détails d'objets ou des choses comme ça qui vont enrichir un peu cette petite vidéo. Je remettrai le lien du réel pour que les gens voient un peu à quoi ça correspond. Mais c'est super intéressant. Et l'idée, c'est de trouver une petite idée un peu différente à chaque fois dans la structuration, le storytelling. De ça. L'année dernière, j'ai essayé sur les crosses de reprendre la bande-annonce du jeu vidéo GTA 6 et du coup j'ai repris la musique, j'ai essayé de faire un truc un peu, donc en fait j'essaye toujours j'essaye de me réinventer pour pas devenir has-been quoi, pas devenir le vieux has-been parce que des fois j'ai l'impression déjà d'être vieux avec toute la jeunesse qui arrive dans le milieu de l'image et du coup, faut essayer de se trouver des nouvelles idées. Donc, sur ces grands événements-là, entre guillemets, j'essaye de sortir de ma zone de confort et de bien réfléchir en amont à des idées. Et de plus en plus, j'ai envie de préparer les événements et pas d'arriver à l'arrache en pilote automatique parce que ça va marcher. Comme j'en ai fait pas mal, je sais que ça va bien se passer tout ça. Mais je vais être frustré parce que je vais me dire que c'est toujours la même chose, qu'on fait toujours les mêmes contenus. J'imagine que c'est un peu le piège de la création de contenu, c'est que tu tombes dans une standardisation. C'est ça. Où limite un robot pourrait le faire en fait. Exactement, on fait toujours la même chose, les lignes d'arrivée, on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la ligne d'arrivée, le départ, le machin. Et du coup l'idée c'est essayer de faire ça, mais aussi d'essayer de proposer des choses un peu différentes. Donc on essaye petit à petit, mais je suis content en tout cas que la Fédé me suive dans mes petits trucs, mes petites idées comme ça et c'est vraiment chouette qu'ils me fassent confiance là-dessus. Donc on essaye de développer un peu des petites choses différentes comme ça. Dernière question un peu sur toi et ton métier. C'est quoi que tu trouves, là tu as beaucoup parlé sur les 5 dernières minutes de te faire kiffer, d'avoir du plaisir un peu à créer du contenu, carrément. Trouver de nouvelles idées. C'est quoi que tu trouves le plus intéressant, ce qui te fait le plus plaisir quand tu vas sur un événement en fait? Parce qu'il y a des boulots qui sont chiants. Oui, bien sûr. Il y a toujours une part un peu de trucs chiants dans un boulot, mais c'est quoi le truc que tu préfères dans le tien en fait? Les parties un peu plus embêtantes. Des fois, c'est quand on bosse sur de la post-production, le montage, tout ça. On ne trouve pas forcément d'idées, c'est un peu compliqué, ou alors des événements où on n'a pas forcément de briefing, où on fait des contenus des fois pour des marques où on n'a pas forcément trop d'objectifs et tout ça, donc on y va un peu à tâtons, c'est pas toujours simple de s'organiser. Non, ce qui me plaît le plus, c'est un peu ce qu'on a parlé, c'est les grands événements, notamment avec la fédération, c'est d'être dans cette espèce d'effervescence sur un week-end où il se passe plein de choses, il y a plein de choses à faire. Moi sur ces week-ends-là, je suis un peu autiste.
Faut pas venir se parler, quoi. Ouais. En fait, je suis dans un espèce de tunnel pendant 2 jours. Et en fait, je vois d'autres gens que je connais, que j'ai l'habitude de côtoyer, mais je leur fais coucou et je trace un peu ma route. Du coup, bon, déjà de base, je suis un peu timide, mais pour certains, on doit avoir l'impression que je suis un peu malade. Mais en fait, c'est que je suis dans une espèce de tunnel de ferrissant. J'ai 1000 idées à la seconde. À 14h15, faut aller là. 20 minutes après, faut aller là. Il faut se retrouver au bout de la piste. Il y a le départ 10 minutes après de l'autre course, machin. Et donc, du coup, je suis dans une espèce de bulle sur un week-end où à la fin de la journée, t'es complètement rincé. Tu dois être lessivé. mais en fait, ça me plaît et j'aime bien. Alors après, c'est sûr que c'est moins confortable que d'être plusieurs et où on pourrait faire plusieurs choses. Sûr. Mais comme j'ai eu cette habitude-là d'être un peu polyvalent et d'être un peu autonome, de faire un peu mon petit truc, c'est des missions que j'aime beaucoup, d'avoir ce degré d'autonomie, parce que ça me permet de libérer plus facilement ma créativité, ce que sur certains projets on ne peut pas forcément faire. Et donc j'ai la chance avec la fédération, en tout cas avec ce client-là, d'avoir une marge de manœuvre assez importante qui me fasse confiance. Et du coup, c'est là que je prends le plus de plaisir. C'est quand j'ai cette liberté-là de création de contenu, cool. Tout en étant quand même conscient des contraintes que va avoir la fédération, parce qu'il y en a aussi quand même. Mais pour ça, c'est plutôt cool. Non, mais hyper intéressant. Écoute, ça fait une parfaite transition avec un peu l'autre gros sujet dont je voulais qu'on parle, c'est la communication de la Fédé. Alors, j'ai mis un peu ce titre communication FFA, mais c'est pas forcément pour parler que de la Fédé, c'est plus pour parler des grands acteurs du running, parce que je pense qu'on peut faire un constat assez évident, c'est qu'aujourd'hui, particulièrement depuis le Covid, on est un peu noyé sous une avalanche de contenu, d'informations, de messages, d'applications dans tous les sens. Il y a TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Et en plus, donc ça c'est inhérent et commun à tout le monde, dans tous les milieux, mais en plus, sur le running particulièrement, depuis quelques années, ça devient le sport principal. Alors pas autant que le foot, peut-être pas autant que le tennis et tout ça, mais tout le monde voit passer dans son feed aujourd'hui des trucs sur le running. Moi j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, en fait on pourrait se dire ça va être hyper dur de créer du contenu quali, ça va être hyper dur de se démarquer un peu, de toucher les gens, tout ça, sans dégrader sa qualité. Et pourtant moi depuis quelques années j'ai l'impression, et je pense pas être le seul, que la FFA elle a nettement amélioré, pas forcément la qualité de ce qu'elle fait, mais en tout cas sa présence sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu deux temps, c'est qu'il y a un moment où c'était une présence très ténue. Et maintenant, on attend de la FFA, enfin, quand il y a eu un gros événement ou même tout au long de l'année, on se dit, voyons voir comment eux, ils vont communiquer là-dessus. Et donc en fait, moi, je pense qu'il y a un constat de plus de contenu, meilleure qualité, un engagement un peu meilleur. Et c'est un sujet dont je voulais discuter avec toi, qui est de l'autre côté et qui fait partie des gens qui décident un peu de ça. Est-ce que toi, déjà, tu constates ça aussi ? Est-ce qu'en interne, il y a eu cette volonté d'être plus présent sur les réseaux, de mieux en parler, de mieux communiquer, de toucher plus de gens? Oui, je pense que la fédération, on a toujours l'image un peu que la fédération est quelque chose de poussiéreux, c'est une d'à grosse l'ancienne, bureaucratie. Une grosse bureaucratie un petit peu à l'ancienne et tout ça. Et depuis que je travaille avec eux, en tout cas l'équipe de communication, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient quand même sensibles et à l'écoute des évolutions autour du running, des tendances autour de la course à pied, que ce soit dans les médias ou autres. Et donc, en effet, je pense que ça a pu être peut-être un petit peu plus long que pour d'autres sports. Mais petit à petit, je pense qu'ils se sont staffés pour donner de plus en plus de visibilité à leurs événements. Et ce qu'ils faisaient régulièrement sous forme d'articles sur le site, qui est régulièrement mis à jour, ils ne l'avaient pas forcément décliné sur les réseaux sociaux, en étant un peu moteur aussi dans le traitement de l'information, surtout orienté haut niveau.
parce que ça reste le cœur du... Ouais, c'est la partie médiatique. La partie médiatique, etc. Ça reste un peu leur base quand même, de parler du haut niveau et de la performance. Mais en effet, je pense que ces dernières années, ils ont accéléré un peu le rythme. Ils ont pris conscience qu'en effet, c'était important de toucher les cibles concernées, que ce soit licenciés ou non licenciés. Et de ne pas non plus se faire rattraper et dépasser par tous les médias qui commençaient à se développer. Ouais. Et je pense qu'il y a eu aussi peut-être une prise de conscience et ils se sont de plus en plus staffés en conséquence. Et moi, j'ai vu en effet cette évolution-là depuis une dizaine d'années, où au début, j'ai participé à commencer à faire de la vidéo pour la Fédé, il n'y avait quasiment rien. Ouais. Il y avait juste des lives plus ou moins réussis sur des événements. et donc, du coup, je pense que ça s'est bien développé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est grand championnat national, au niveau national, la fédération est vraiment très bien staffée, on ne s'en rend pas forcément compte. Non, mais c'est quali, et en fait, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas dans l'athlétisme, d'équipes aussi staffées, même dans les grosses organisations, à part les très grosses organisations, bien sûr. Mais il y a une équipe vraiment staffée, où il y a des journalistes, des photographes, des vidéastes, community managers, du live. Et de plus en plus, ils veulent communiquer auprès de différentes cibles. Et je pense qu'ils ont bien accompagné quand même l'évolution des réseaux sociaux au point de, alors je ne vais pas dire de se faire copier, mais on sent qu'il y a des tendances et des évolutions qui sont visibles aujourd'hui sur plein d'autres communautés et autres. Ah ouais, comme source d'inspiration. Il y a eu un petit peu de ça, je pense aussi quand même. Alors il y a d'autres médias qui l'ont fait en même temps, qui se sont lancés en même temps là-dedans. Mais on sent qu'il y a des choses qui sont devenues un peu des automatismes aujourd'hui dans la manière de communiquer, de montrer un résultat en filmant l'arrivée d'une course, de développer un peu le côté coulisses, ce qui ne se faisait pas du tout et qu'on commence à faire et qu'on avait commencé un peu à faire aussi. Donc je dirais qu'ils étaient peut-être un petit peu en retard au début, mais ils sont quand même sensibles aux évolutions et aux tendances. Donc, et aujourd'hui, en fait, tu vois, moi maintenant qui ai un tout petit pied dans les médias et qui essaye de véhiculer des messages et des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'on doit toujours revenir à la base de qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut pousser comme message. La Fédé ou des grosses boîtes, ou enfin en tout cas des gros acteurs du running, qu'est-ce qu'ils veulent pousser en ce moment ? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer ? Par exemple, je vais dire une bêtise, mais est-ce qu'on veut... là, tu parles beaucoup d'événements en fait, depuis le début de l'épisode, les championnats, des courses emblématiques, des choses comme ça. Est-ce que la Fédé, elle veut parler que de ça ? Ou est-ce qu'on va avoir tendance aussi à suivre des athlètes, à suivre des amateurs qui s'entraînent, à montrer de l'entraînement, à montrer peut-être, je sais pas, des désillusions, à montrer, alors pas forcément du matériel, parce que ça ferait appel à des marques ou des choses comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui la Fédé, elle communique principalement sur les événements, ou est-ce qu'il y a une volonté de montrer beaucoup plus largement ce que c'est que la course à pied, le sport, ce genre de choses-là, quoi ? Aujourd'hui, la fédération, ils ont différentes cibles, mais on va dire que la partie la plus visible reste la performance. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont une actualité tellement riche en événements. Alors, pas forcément eux qui organisent, mais en fait, il y a une telle actualité. Ouais, toutes les courses, tous les week-ends, il y a une course. Ouais. Il y a tous les week-ends, il y a une course. En ce moment, c'est la saison indoor. Il y a des meetings tous les jours, il y a des records tous les jours. Enfin, c'est ultra dense. Et en fait, du coup, l'actualité fait qu'ils ont beaucoup de contenu événementiel. Ils ont beaucoup de contenu autour des performances. Comme me disait récemment leur community manager Arnaud, c'est un sport de statistiques. Ouais. Et en fait, y a beaucoup d'informations à transmettre autour des records, des performances. Ils ont développé d'ailleurs depuis quelques temps des visuels aussi pour mettre en avant les performances, etc. Donc il y a un côté très performance qui est encore ancré un peu profondément dans la communication de la fédération. Après, il y a la volonté quand même de toucher d'autres cibles. Alors ça se fait par d'autres canaux, pas forcément directement les réseaux sociaux. Ils communiquent auprès des clubs, via des newsletters aussi, des campagnes de communication un peu plus globales.
Et avec des réseaux comme J'aime courir, par exemple, l'idée de s'adresser à un public plus large. Et l'idée, on est encore un peu au début, mais ce serait, comme tu dis, de développer des contenus un peu plus larges sur des personnes un peu plus lambda, entre guillemets, de raconter des histoires autour de coureurs, que les gens puissent s'identifier, d'avoir une partie un peu conseil, d'avoir une partie un peu storytelling autour d'athlètes. Alors ça, bon, c'est encore une partie complexe. Et en fait, c'est quelque chose que font aujourd'hui d'autres médias, justement, qui commencent à être faits de manière qualitative, etc. Et c'est un positionnement qu'a pas trop encore la fédération, parce que des fois, ils sont sous l'eau, parce qu'en fait, il y a tellement d'actualités qu'ils ont du mal à se détacher de ce côté performance qui reste un petit peu la base de la communication, en tout cas sur la partie réseaux sociaux. Donc c'est un peu compliqué de développer d'autres parties aujourd'hui, tant l'actualité est présente, mais par contre dans la manière de communiquer, il y a quand même la volonté de s'élargir en termes de public, le développement des vidéos notamment, des reels, etc. Ça vise aussi à toucher le public plus jeune, parce que les publics le plus jeunes va être beaucoup sur ils sont hyper présents. Et en fait, ils suivent tous les comptes communautés qu'il peut y avoir et tout ça. Et si la fédération ne propose pas des contenus, entre guillemets, un peu sexy, un peu tendance, un peu moderne et tout ça, ils vont se désengager et être moins présents. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu plusieurs fois la réflexion sur des événements où les gens m'ont dit qu'ils étaient étonnés de voir certains types de contenus sur la fédération, parce qu'eux, ils avaient l'image que c'était quelque chose de vieillot, de poussiéreux, et des fois, ils voyaient des contenus un peu originaux, ou des fois un petit peu décalés et tout, et ils se disaient, mais c'est hyper étonnant, mais de manière positive, mais du coup, les gens ont encore un peu du mal à identifier la fédération comme quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Et comment est-ce que... c'est quoi un petit peu les lignes rouges, enfin on va dire le code de déontologie de la Fédé, parce que je prends un exemple, il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je dis, mais quand on voit un petit peu la communication par exemple de médias comme Renix, mais c'est leur image de marque, très dans le buzz, très dans l'actualité un peu fracassante. Je vois par exemple des images de vomi à l'arrivée du marathon, et c'est comme ça. Bon, ça fait rire, ça fait pas rire, on aime bien, on trouve ça intéressant ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais quand est-ce que tu te dis ça, je veux pas trop en parler, ou ça, c'est pas forcément ce qu'on veut mettre en avant? Tu peux avoir des trucs un peu physio, vomi, c'est comme ça. Tu peux avoir un champion qui abandonne une course, qui va pleurer. J'en sais rien, il y a 1000 trucs qui peuvent se passer. Comment est-ce que en fait pour vous c'est du bon sens de dire on parle pas de ça, même si jamais on pourrait avoir un buzz, un truc comme ça, ou est-ce que comment vous savez ce qu'on montre et ce qu'on montre pas? En fait, il y a la fédération, c'est une fédération, ils ont quand même une image un peu institutionnelle, et donc ils ont quand même entre guillemets l'obligation, où ils s'obligent à avoir un certain recul et une manière de parler relativement neutre par rapport aux performances, par rapport à l'environnement athlétisme. Et donc du coup, il y a une parole qui reste toujours un peu institutionnelle, même on le voit sur les réseaux sociaux, même dans la manière de parler, etc. Ça reste relativement neutre. Bien sûr. Si par exemple, je sais pas, un athlète gagne une course, on va dire c'est formidable, il est génial et tout. Enfin, tu vois, on va pas parler comme ça. Il va y avoir un côté un peu neutre quand même. On va pas dire il les a tous brisés. Oui, là, c'est ça. Alors des fois, ça se libère un petit peu, on s'enflamme un petit peu et tout ça. Si ça fait 10 fois que tu as gagné une course, tu vas dire il est phénoménal. Bien sûr. Comme ça. Mais il y a une espèce de parole un peu neutre quand même. On parlait de la nécessité d'être un petit peu équilibré aussi entre les disciplines, ce que un média n'est pas du tout obligé de faire. S'il s'en fout, il veut parler que d'un truc, il va aller par exemple sur des championnats de France, il va parler que du demi-fond et le reste il s'en fout, et voilà, c'est assumé. Voilà. La fédération, ils sont obligés d'être un peu exhaustifs sur tout ce qui se passe, sur tous les types de performances. Il y a une parole un peu neutre, même vis-à-vis des sujets un peu plus touchy, que ce soit le dopage ou d'autres sujets. Donc il y a toujours une certaine neutralité, et en effet, on ne va jamais trop loin dans ce qui peut être même contre-performance
ou difficulté, ou en effet une notion de souffrance ou autre. Ouais. Ça peut être par petites touches pour raconter l'histoire. On a pu mettre des fois en avant un athlète le marathon qui... c'est dur, Oui. avec des images de gens qui souffrent, Oui, c'est mais ça. c'est pas ciblé. Oui, on va pas mettre quelqu'un agonisant sur la piste ou chercher à faire du buzz et de la viralité. Ouais. C'est jamais l'objectif de la fédération. Et le côté viralité, ça arrive s'il y a une opportunité sur un événement, il y a un truc un peu drôle, machin, on va pas s'en priver évidemment de le faire et de le mettre en avant. Et des fois, ça peut générer même des critiques parce qu'ils disent ouais, la fédération. En fait, c'est limite un travail journalistique. Exactement. Chose. Et en fait, il faut trouver un juste milieu. Par exemple, j'étais moi sur un stage en Afrique du Sud. Ouais, à Potchefstroom. À Potchefstroom, parce qu'il y avait eu l'opportunité d'avoir un petit peu de budget pour produire du contenu là-bas autour des athlètes de l'équipe de France. Et j'avais filmé un peu les coulisses où il y a eu un moment de détente à la piscine, où il y a eu l'anniversaire d'une athlète qui a été fêté et tout ça, j'avais mis ça un petit peu. Et il y a pu y avoir des critiques parce que c'est pas l'image de la Fédé qui doit être envoyée. On a l'impression que les athlètes sont en vacances, machin. Ouais, d'accord. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Il y a un côté quand même politique, institutionnel, qui nous dépasse un petit peu, en tout cas nous, producteurs de contenu, mais qu'il faut aussi prendre en compte et respecter. Et avec l'équipe de communication, eux, ils savent que je connais un peu les limites. C'est pour ça aussi qu'ils me font confiance, c'est qu'ils savent que jusqu'où je peux aller et jusqu'où on peut aller dans le côté décalé ou dans le traitement de l'information. Ça peut être par petites touches. Parce que c'est tellement capital, j'imagine ça, une mauvaise news, un mauvais traitement d'un message, un truc comme ça, et c'est toute une crédibilité qui disparaît ou des choses comme ça. Donc du coup, Instagram particulièrement, il y a un peu plus de liberté parce que voilà, il y a un public un peu plus jeune qui peut être touché, on se permet un peu plus de choses et de légèreté aussi, de temps en temps, mais dans une certaine mesure et dans une certaine limite. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et c'est à la différence d'un média un peu indépendant qui peut communiquer quand il veut, qui peut critiquer des choses, qui peut faire autre chose. Là, il y a quand même une volonté de neutralité, une certaine un peu distance quand même à respecter un peu. Ce qui est quand même plutôt bien parce que, j'aborde c'est du point de vue. C'est d'un point de vue personnel, mais je me dis ça doit être quand même assez sympa, on va dire sain, de savoir qu'il y a au moins une institution qui a un ton neutre sur des sujets et qui un athlète en difficulté qui s'est blessé, j'en sais rien, il va pas se faire mettre sur le devant de la scène pour des mauvaises raisons, des choses comme ça quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Rémi, j'aimerais qu'on aborde la troisième partie de cet épisode. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour sortir du métier de création de contenu, de la Fédé, de tout ça. Je pense qu'on en a déjà bien parlé et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on attend avec grande impatience de voir ce qui va être produit pour les championnats de France de cross. J'espère sortir l'épisode avant les championnats de France. J'espère. Non, écoute, j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de recul pour revenir sur le sujet du running en France, de la popularisation énorme qui s'effectue depuis quelques années sur ce sport. Et alors bien sûr, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Il y a du meilleur matériel, il y a plus de moyens par les marques, il y a, je sais pas, le bien-être, la santé, il y a plein de choses. Mais je suis quand même convaincu qu'au final, ce que les gens voient, ce à quoi les gens sont confrontés, ça reste quand même de l'image. Et donc je pense que même si derrière, tout au bout de la chaîne, il y a plein d'acteurs qui contribuent à ça, un des maillons indissociables de la popularisation du running, ça reste quand même l'image. Est-ce que toi aussi, qui cours depuis quand même pas mal de temps maintenant, si mes calculs sont bons, 17 plus 16 égale 33, donc normalement c'est à peu près, ça fait 16 ans que tu cours à peu près. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que toi aussi tu constates un peu cette explosion du running en France depuis quelques temps? Oui, moi qui est assez consommateur même de podcasts ou autres, j'ai eu l'impression, donc on a déjà abordé en effet pas mal et d'avoir entendu beaucoup de choses à ce sujet. En effet, on est en pleine ascension dans tous les domaines, que ce soit trail, course sur route ou autre, de développement de course à pied.
Je ne sais pas s'il y a eu un effet en tant que tel qui a engendré ça. J'ai du mal à définir un point de départ. Ouais. On parle souvent du Covid. J'ai presque l'impression que ça a plutôt été un frein pendant une période de 1-2 ans, parce que le phénomène était déjà engendré avant, et en 2019 ça a été une grosse année déjà pour le running. Ouais. Il y avait déjà des courses qui faisaient déjà sold out sur les grands événements, qui faisaient déjà des records. Donc en fait on est arrivé, je pense, quand ça s'est relancé après le Covid, ça a redémarré de plus belle, et de manière exponentielle ça continue à se développer. Et oui, il y a toutes ces notions évidemment de sport qui est facile à faire, puis le monde amène le monde, donc forcément ça engendre de plus en plus de monde sur les événements, et les gens aussi ont eu envie de participer à des événements de plus en plus, j'ai l'impression. Avant, on avait beaucoup l'image des coureurs qui faisaient leur petit footing dans leur coin et tout. Ouais. Les gens ont de plus en plus envie, alors je ne sais pas si c'est une dérive des réseaux sociaux ou autre, pour montrer un peu leur activité, mais en tout cas les gens ont voulu se lancer des défis, et du coup souvent le défi est associé à participer à une course. Ouais. Et j'ai l'impression que de plus en plus du coup les gens ont envie de faire des courses. Et de manière encore plus visible, les gens ont envie de faire des grosses courses et des gros événements. Les gens ont envie de cocher la case d'un événement, d'un gros marathon, d'un gros trail. Donc en fait, on voit bien que les gros événements aujourd'hui sont pleins de plus en plus vite. Ouais, bien sûr. Parce que les gens veulent participer, ils sont attirés par les gros événements, et ils veulent cocher la case d'un gros événement. Et puis, on le voit même aujourd'hui, même les plus petites courses commencent à être de plus en plus saturées aussi. Ouais. Donc finalement, on se rend compte que dans tous les domaines, ça se développe. Après, il y a plusieurs explications à ça. Plus récemment, il y a aussi la mise en place du PPS, parcours prévention qui a vachement facilité l'inscription. Qui enlève le côté contrainte éventuellement du certificat médical, et qui permet encore plus de facilité pour s'inscrire à des courses, qui explique aussi peut-être que les petites courses sont plus vite prises d'assaut et sont plus vite remplies, avec des courses qui ont moins de 1000 participants, mais ils ont des jauges relativement faibles pour l'organisation, et du coup c'est très vite rempli. Et du coup, tout ça évidemment s'accompagne des marques qui investissent de plus en plus dans tous les domaines, qui produisent de plus en plus de contenu, qui font de plus en plus d'événements. Donc du coup, qui dit de plus en plus d'événements dit de plus en plus d'images. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'image, ça veut dire que l'événement n'a jamais existé. C'est un peu comme Strava. Ouais, si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Donc du coup, en fait, les marques, tout ce qu'elles vont produire comme événement, il faudra de l'image derrière. Il faudra qu'elle soit montrée. Ouais. Que ce soit sur des gros événements ou sur des petits événements locaux. Je pense par exemple des opérations promotionnelles, des tests de chaussures, des lancements de produits, des choses comme ça. Du coup, ça concerne des petits groupes de coureurs, mais du coup, pour montrer qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux ou autres, il y a la volonté de faire une petite vidéo, de faire des petites photos, et du coup, toutes les marques se sont mises à exploiter ce modèle-là de contenu, d'événements qui abondent un peu partout, et du coup c'est toujours associé à de la production d'images. Donc du coup tout le monde y va de sa petite vidéo en fait, et tout le monde y va de sa petite vidéo, de ses petites photos, et du coup on a énormément de contenu qui arrive. Et en parallèle de ça, se sont beaucoup développées des communautés amateurs de running, alors que ce soit en physique, des communautés de coureurs dans des villes, beaucoup dans les grandes villes, les fameux running crew, alors beaucoup dans les grandes villes, c'est vrai. Et puis en virtuel avec des communautés de coureurs qui se sont développés, qui sont spécialisés dans un domaine ou un autre. On pense à Runix, on pense à les TRC, les athlètes français. Il y a plein de communautés sur différents thèmes qui se développent.
Et puis même des personnes solo qui aussi se lancent à créer des petites communautés. Donc tout ça en fait amène du monde sur les événements, à créer du contenu aussi. Donc de plus en plus on a de l'image qui arrive des événements, et pas que, parce que il y a aussi le développement de tout ce qui est documentaire, qui participe un peu à la running culture. Voilà, qui se développe de plus en plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des variations très importantes, même en termes de moyens et de budget, qui se retrouvent au même endroit, en fait, sur le même feed d'actualité. Tu peux avoir une pub Nike qui a coûté 20 millions de dollars. Et à côté de ça, tu vas avoir le documentaire d'un athlète qui est fait par son pote. Il a été payé par l'équipementier une paire de chaussures et une casquette. Et il a fait, dans son coin, il a bricolé un petit documentaire sur un athlète et tout ça. C'est cool, ça, non ? Et oui, c'est plutôt bien pour le développement de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ça permet d'enrichir de plus en plus de contenu. Après, faut pas se mentir, ce qui permet tous ces contenus, c'est principalement les marques, parce que c'est elles qui ont l'argent, c'est elles qui développent des budgets marketing, des budgets promotionnels, et c'est elles qui permettent de financer essentiellement ce que font des fois les communautés, parce que certaines communautés qui se sont professionnalisées vivent grâce aux marques, en faisant du contenu publicitaire, etc. Ou en produisant des documentaires pour des athlètes. Finalement, les contenus les plus qualitatifs qu'on a sont permis aussi grâce au financement des marques. Ouais, ce que faisait beaucoup le TRC avec des petits documentaires. Par exemple, exactement, à un moment, il y avait On. Il leur demandait, il les mandatait pour faire des documentaires sur des athlètes français, et ça marchait hyper bien. Donc après, il y a d'autres sujets qui entrent en jeu. On se dit quelle est l'indépendance des médias. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et évidemment, il n'y a plus beaucoup de médias indépendants qui vivent de vendre des produits issus de journalistes, c'est-à-dire du magazine ou un blog en ligne. Ça existe très peu et de moins en moins, parce que la presse ne va pas très bien et tout ça. Donc maintenant, c'est associé beaucoup aux marques moi qui bosse avec la fédération, même s'ils ont des partenaires aussi, qu'il faut aussi valoriser, il y a un côté un peu plus peut-être indépendant, entre guillemets, par des marques pour le financement de projets, etc. Donc, mais sinon, c'est essentiellement via les marques, et après, on aime ou on n'aime pas l'idée, mais ça permet aussi quand même de faire des chouettes projets. On ne va pas se cacher et se dire que ça nous fait bosser aussi. Et moi, je ne vais pas m'en plaindre, parce que ça me fait travailler aussi. Et l'engouement de la course à pied permet de faire beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Et si jamais... malheureusement, je pense que tu n'es pas assez vieux pour m'expliquer comment c'était le running il y a 50 ans. Mais... moi, j'ai quand même... Alors, je cours depuis un petit peu moins longtemps que toi, je suis un peu plus jeune, donc c'est logique aussi. Moi, j'ai clairement le sentiment ce qui a changé depuis 4-5 ans, c'est qu'avant, on avait des supports de culture du running qui étaient très limités. C'est-à-dire que tu avais l'intérieur sport sur Vincent Louis, l'intérieur sport sur 2-3 athlètes, tu avais un ou deux articles mythiques sur Hassan Chadi ou j'en sais rien. Mais du coup, on n'avait pas forcément toute cette culture qu'on peut s'échanger aujourd'hui avec les mèmes, les documentaires, les reportages, tout ça. Maintenant, tu fais des blagues un peu private joke. Les gens ont plus de support pour renforcer le lien qu'ils ont avec toute cette communauté. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui a changé, c'est qu'il y a 10 ans, on n'avait que quelques médias, que quelques supports. Maintenant, on en a beaucoup plus. Si jamais on regarde un petit peu dans l'avenir, dans 10 ans, est-ce que toi, tu penses qu'on aura des films sur le running ? Est-ce qu'on aura des courts-métrages, de la fiction ? On aura beaucoup plus de choses comme ce qu'on peut avoir sur le foot, sur la Formule 1, des choses comme ça. Toi. Est-ce que tu as un peu des rêves de te dire, tiens, moi, dans les 15 ans, je veux faire un film d'1h30 diffusé dans tous les cinémas de France sur la course à pied ou des trucs un peu comme ça ? Je pense que oui, ça va
ça va se développer un peu dans ce sens-là où on va avoir de plus en plus de contenu qualitatif, je pense, autour de la course à pied. C'est quand même des choses qui sont de plus en plus vues, attendues. Je pense même au podcast, tu vois, il y a des formats longs de plus en plus, que ce soit toi ou d'autres, et les gens apprécient de formats de plus en plus longs. Et pour les documentaires, c'est pareil, je pense que ça va continuer à se développer, ça se développe de plus en plus. Moi qui vois aussi un peu le milieu du trail, j'ai l'impression que chaque athlète a son documentaire maintenant, presque plus qu'en course à pied. Est-ce que peut-être le cadre est plus épique? Oui, il y a aussi ce côté-là qui entre en jeu, la mise en avant du côté outdoor et tout ça. Mais oui, je pense qu'on va avoir de plus en plus de contenu qualitatif comme ça. Pour le côté documentaire, Netflix et compagnie, plateforme, ça commence déjà parce qu'il y a déjà des... Je sais qu'il y a une série sur les Ingebrigtsen notamment, sur Amazon. Donc je pense que ça va continuer à bien se développer. Et après, on est quand même très dépendant des supports de communication qui existent. Pourquoi il y a eu un développement énorme de tous ces petits contenus? Parce qu'il y a eu Instagram qui s'est développé. Pourquoi il y a plein de petites vidéos? Parce qu'Instagram a décidé de lancer la vidéo. Et vous êtes hyper tributaire de ça. Instagram, mais précisément, mais il y a d'autres supports. Mais comme je suis surtout sur ce réseau-là, il décide quand même un peu de la pluie et du beau temps sur les supports de communication. Et du coup, chaque milieu suit un peu tout ça et tout ce qui est possible de faire. Si dans 5 ans, Instagram décide d'arrêter la vidéo, faudra trouver autre chose. Il faudra trouver d'autres supports. Peut-être qu'il faudra se remettre à faire des sites et tout ça. Des vieux blogs. Quand on voit aujourd'hui l'évolution de X, par exemple, qui nous dit que dans quelques années, Instagram, ça va pas être pareil et ça va être de plus en plus compliqué d'être dessus. En fait, on n'en sait rien. On est un peu tributaire quand même des supports sur lesquels on communique et ça va être très lié à ça, je pense aussi, dans les années à venir, comme ça l'a été ces dernières années. Mais j'ai quand même l'impression, en effet, qu'il y a de plus en plus de volonté de produire des contenus plus longs, plus dynamiques, plus qualitatifs. Et peut-être même plus artistiques aussi. Artistiques aussi, exactement. Je fais un petit aparté, mais j'ai l'impression que maintenant, on commence à avoir des artistes qui viennent dans ce milieu. Je pense, là, tu vois, il y a quelques temps, là, j'ai assisté à une session photo avec Bilal Aoufen, qui est un jeune photographe grenoblois, mais qui s'est un petit peu démarqué pendant les JO, parce qu'il a fait notamment la photo du Rue Le Pic. Lui, en soi, il m'expliquait, ça ne l'intéresse pas de faire des photos juste de course, juste d'arrivée. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà il y a 20 ans. Et à part avoir des meilleurs appareils photo ou juste un traitement plus efficace, la photo, elle dégage rien. Et lui, il me dit, quand je vais sur un shooting ou sur une course, moi, je m'en fous de savoir si le gars, il court vite. Ce qu'il va capter, c'est une grimace, c'est un mouvement, c'est une lumière, c'est un mec qui saigne en mettant son dossard, enfin plein d'autres trucs. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui viennent apporter cette patte qui n'est pas juste faire du bon contenu, mais... ils captent autre chose de la course à pied que ce que nous on captait il y a 10 ans ou 15 ans. Toi, tu constates ça un peu aussi Oui, carrément. Ça concerne aussi d'autres sports, je pense notamment au cyclisme ou d'autres, mais oui, il y a de plus en plus d'artistes et de volonté artistique de se démarquer, de faire des contenus différents. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va se développer aussi. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques notamment, où même l'organisation a embauché des photographes qui avaient un regard un peu différent bien sûr. Sur le côté coulisses, sur le côté ambiance, etc. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus en effet de ces contenus-là. Et ça montre quand le milieu de l'art s'intéresse à un sport ou un domaine d'activité, c'est plutôt bon signe en effet pour le développement du sport, etc. Donc je pense que oui, on va de plus en plus avoir ces contenus un peu qualitatifs. Après, je me rends pas compte si ça va se développer de la même manière au niveau des communautés, au niveau des médias. J'ai du mal à me rendre compte comment... T'es pas devin non plus. Non, bien sûr, comment ça va évoluer, mais il y aura peut-être aussi des ajustements, des clarifications à faire entre les types de médias dans l'esprit du public, parce que c'est vrai que tout se mélange un peu aujourd'hui.
si nous on est baignés dans le milieu, donc c'est dur de se rendre compte, mais de l'extérieur, il y en a qui vont pas forcément faire la différence entre tel ou tel média de communication. Même je pense à la fédération, il y a plein de comptes qui parlaient des fois au nom de la fédération ou autre, donc tu sais pas qui est qui. Donc il y a peut-être des clarifications à faire un peu à l'avenir, mais en tout cas c'est sûr que oui, il y aura de plus en plus de contenu, je pense, qualitatif qui se développe. Les marques l'ont compris aussi parce qu'ils acceptent de financer des projets justement de plus en plus artistiques, et ça c'est une bonne chose. Il y en a qui sont un peu plus à la traîne, d'autres qui se sont engouffrés à fond là-dedans, et ça fait du bien en tout cas pour nous qui sommes dedans, qui voyons toujours les mêmes choses, les mêmes types de contenus, justement de voir des choses différentes. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis même moi, tu vois, j'aimerais bien faire des choses un peu plus avec un peu de storytelling, de raconter des histoires, parce qu'il y a ce côté frustrant dans l'événementiel, que tu as toujours l'impression d'être un peu en surface des choses, tout va très vite, tout s'enchaîne très vite. T'as pas le temps de te poser à raconter quelque chose avec un athlète ou autre. Puis t'es tributaire de ce que tu vois. Exactement. Et pas forcément de ce que tu contrôles créer. Tu contrôles pas trop ce que tu fais. Et du coup, même moi, tu vois, j'ai cette envie-là d'avoir des contenus un peu plus sur le long terme, d'aller un peu plus dans la profondeur des choses et tout ça. Est-ce que j'arriverai à le faire avec la fédération? Peut-être. Ce sera avec d'autres clients, pourquoi pas. Si j'arrive pas, je me lancerai moi-même à faire des petits sujets. Enfin, j'ai aussi envie. T'as des idées, il y a toujours des idées à avoir là-dessus. Super. Bah écoute Rémi, l'épisode touche malheureusement à sa fin. Un grand merci d'avoir participé à ce nouvel épisode. Je suis hyper content qu'on ait pu enfin se capter pour le faire. J'espère que ça t'a plu. Carrément. Avant qu'on se quitte, alors il y a toujours les petites traditions d'On Your Marks. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent On Your Marks, d'autant plus beaucoup de créateurs de contenu, j'imagine, parce que maintenant avec Instagram, avec TikTok et tout le monde peut créer du contenu. Si tu avais un message ou un conseil à transmettre à tous ceux qui nous écoutent, particulièrement aux jeunes passionnés de sport qui sont un peu au début de leurs études, au début de peut-être d'un grand projet, ce serait quoi ce conseil que tu aimerais partager avec nous? Ou un message? J'ai toujours un peu de mal à être légitime pour donner des conseils, mais disons que comme je me suis formé sur le terrain, j'ai toujours envie de dire que il faut aller sur le terrain, et il faut aller sur les événements, il faut s'entraîner à produire du contenu pour soi, à se lancer des petits projets et à pourquoi pas se faire connaître un petit peu comme ça aussi, à être vraiment sur les événements, à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, à apprendre un petit peu les codes du milieu. Donc c'est vraiment, je dirais aller sur le terrain, pas avoir peur, et aller sur le terrain pour pratiquer et développer un peu ses passions, quoi. Super. Et dernière question, question un peu bête, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Est-ce que toi personnellement, alors évidemment, j'imagine, regardez le compte FFA, le compte Insta de la Fédé, regardez ce que fait Peigné Vertical, mais est-ce que toi, tu as un compte Instagram? Est-ce que tu as un blog, une chaîne YouTube, un truc où on peut voir un petit peu plus en détail tout ce que tu fais, toi, à titre personnel? J'ai surtout un compte Instagram, donc ça va être surtout sur Instagram. Je ne suis pas hyper régulier, mais je repartage un petit peu mon travail de temps en temps. Je mets quelques petits contenus perso aussi. Et quand j'ai le temps, des fois, j'essaye de mettre un peu de contenu coulisses ou autre. J'ai pas toujours le temps et c'est pas toujours simple, mais voilà, surtout Instagram pour suivre un peu ce que je fais. Ça marche. Bon écoute Rémi, merci beaucoup. C'était hyper cool d'avoir cette discussion avec toi. Et puis bon courage pour les championnats de France de cross. Merci beaucoup, ça va être cool. Tu cours pas toi au France de cross? Non. Juste tu filmes. Non, ce sera image, mais ça va être cool, c'est un de mes événements préférés, donc ça va être top. Super, on a hâte de voir ça et surtout de voir l'after movie de ce bel événement. Carrément. À plus Rémi. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Rémi Blom. J'espère qu'il vous aura plu et que vous ne regarderez plus jamais le running et vos écrans comme avant. Si vous voulez soutenir On Your Marks, c'est très important de vous abonner au podcast, de nous suivre sur YouTube, mais aussi et surtout d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et de faire du sport.